Bonjour à tous et à toutes. Voilà, vous n'aviez pas de son, pas d'image puisque le webinaire n'avait pas commencé. Donc ça y est, bonjour Martine. Bonjour Michel. Voilà, alors je suis cet après-midi avec Martine Guérin, qui est donc présidente du SICFI, syndicat des consultants formateurs indépendants, dont j'ai été membre Oui, pendant quelques années, oui, n'est-ce pas, bien avant sûr. que CFS Plus devienne une société avec des salariés. Et donc, la condition pour être au SICFI, c'est d'avoir combien de salariés? Un seul? 3, 4, pas Trois, plus. quatre, pas Ouais, plus. pas Voilà. plus. C'est-à-dire que le syndicat, enfin Martine va nous expliquer hein, les conditions, c'est les formateurs indépendants, donc des personnes seules, et puis on va découvrir que c'est quand même une communauté très importante et que c'est un peu décevant de voir qu'il y a seulement 60 personnes en ligne actuellement sur plus de 75 000, c'est ça, C'est hein, ça. personnes qui sont des indépendants, comme on les appelle, des consultants formateurs indépendants. Voilà, alors on commence, tu vas nous Oui, présenter un petit peu le fait que le SICFI est une organisation représentative, ce tentative. que ça veut dire. Oui. Il y a du nouveau là-dessus. Voilà, et puis dire un petit peu le rôle qu'on a tenu et qu'on continue à tenir dans la réforme, qui explique aussi le fait que on fasse un point aujourd'hui sur la réforme elle-même, sur ses conséquences, et notamment ses conséquences par rapport à l'activité des consultants formateurs indépendants, puisqu'ils sont très impactés par, comme tout le monde d'ailleurs, mais eux particulièrement, parce que ça remet en cause une partie, on va dire, de la nature du métier traditionnel de formateur. Et donc, il y a un besoin de réflexion sur le rôle, les missions de cette profession, d'ailleurs sur la mission aussi de la formation en général par rapport au fonctionnement de l'humanité, j'y reviendrai rapidement, et puis sur les perspectives d'avenir, bien sûr, qui sont ouvertes par cette réforme. Voilà, alors Le le SICFI, selfie. donc c'est Alors, euh, ça représente à peu près combien de personnes? On va voir les chiffres après, oui, puis combien de membres, etc. d'accord, Et d'accord. surtout, qu'est-ce que ça veut dire organisation représentative? Voilà. Donc, le syndicat existe depuis très longtemps. Il a changé d'appellation. C'est depuis 2010 seulement qu'il a pris le nom de SICFI. Et il a obtenu sa représentativité patronale très récemment. Ça date du 6 octobre 2021. Donc, vous voyez, c'est assez récent. Ça veut dire que la branche professionnelle des organismes de formation compte 3 syndicats représentatifs patronaux. La FFP, qui aujourd'hui, comme vous le savez, a pris le nom des acteurs de la compétence. Le SINOFDES, qui est le syndicat pour l'économie sociale et solidaire, et le SICFI, qui est le syndicat représentatif pour les consultants formateurs indépendants en France, qui constitue une population qui varie entre 70 000 et 80 000 personnes. 70 000 et 80 000 personnes sur à peu près 105 000 numéros de déclaration Sur d'activité 105 quand 000, même. Hein. voilà, sur On a 105 000, aujourd'hui c'est à peu ça. près 105 000 numéros de déclaration d'activité, parmi lesquels entre 75 000 et 80 000 indépendants. C'est ça. C'est quand même l'immense majorité Alors, des acteurs de de la la formation formation, professionnelle. voilà, beaucoup de Voilà. personnes imaginent que les formateurs sont souvent des salariés. Il y a effectivement quelques salariés, mais la plupart des formateurs sont des indépendants. C'est un petit peu le paradoxe de notre système de formation, dans le sens où, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions pas la parole dans les négociations, et les autres en parlaient pour nous. Ce qui a quand même donné des résultats pas toujours très heureux, aussi bien pour les donneurs d'ordre, les gros organismes de formation, que pour les consultants formateurs indépendants eux-mêmes, parce que ça crée des difficultés dans les négociations contractuelles, bien sûr, notamment dans les situations de sous-traitance.
Et les rapports entre la FSP, donc, qui s'appelle maintenant les acteurs de la formation, dont CFS+, est membre d'ailleurs, et puis après avoir été au SICFI, et le SINOVDES, enfin, les relations entre les trois organisations sont excellentes. Ce sont des relations très très bonnes. Oui, voilà. Très très bonnes, il n'y a aucun problème. Et donc, nous œuvrons de concert. D'ailleurs, même quand le CEFI n'avait pas obtenu sa représentativité, nous étions associés ce qui est important informellement. Ce qui est important de comprendre pour nos amis qui sont présents ici, c'est que la représentativité d'une organisation comme le SICFI est très importante pour avoir des discussions en particulier avec les pouvoirs publics, puisque il y a une réforme de la formation professionnelle en général tous les 4 ans, en tout cas à chaque fois qu'il y a un nouveau président de la République. Donc, tout à fait. Donc c'est important d'être là pour pouvoir discuter avec les pouvoirs publics et apporter des propositions. Tout à fait. Alors il se trouve que avec ce gouvernement-là, nous avons été intégrés tout de suite dans les réflexions, bien que nous ne soyons pas à l'époque donc représentatifs au sens juridique du terme. Nous avons été intégrés tout de suite dans la préparation de la loi elle-même. Nous avons travaillé avec le cabinet de Madame Bénicaud et la DGEFP. On nous a accueillis, évidemment, on nous a chouchoutés. Je remercie d'ailleurs le ministère du Travail qui vraiment a vraiment pris en compte la situation des CFI en France. Et ensuite, nous avons participé à tous les travaux d'élaboration de Calliope, enfin de la certification du référentiel national. Et donc, aucune décision ne s'est prise sans que nous ayons évidemment donné notre avis, notre point de vue, nos propositions. Ce qui fait que on en parlera tout à l'heure. On va en parler. Mais la certification Calliope, c'est quelque chose qui est tout à fait adapté à notre situation, puisque nous avons négocié tous les critères, les indicateurs, donc pendant des mois, puisque nous étions dans le groupe de travail. Donc, il n'y a aucun problème. Voilà, on sent bien dans le texte de Calliope que c'est issu quand même du terrain, c'est très, très souple, très adaptable. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Alors, on va travailler un petit peu sur, Martine va nous faire d'abord un exposé un peu général sur la situation générale de la formation professionnelle d'une manière générale. Et puis après, on verra sur le cœur de notre sujet qui est la réforme. Tout à fait. Voilà. Alors, tu me dis quand je change les diapositives. Donc là, je crois qu'on a déjà dit le principal. Alors, en termes d'audience, on va dire, notre syndicat, on a à peu près 3 900, 4 000 abonnés, c'est-à-dire des personnes qui nous suivent, qui sont adhérents, puis qui ne sont plus adhérents et qui reviennent. Et puis 400 personnes actives dans notre syndicat ça paraît beaucoup, mais c'est peu, c'est très peu au regard des 70 000, si on prend la fourchette basse. Et notamment, c'est peu par rapport à nos responsabilités, parce qu'il va falloir siéger dans toutes les commissions pour le droit du travail, pour la santé, pour les politiques de formation, etc. Un petit clin d'œil et un petit message pour nos amis présents par rapport à vos indicateurs de veille dans Calliope, là. Quand on est membre d'une organisation professionnelle comme le SICFI ou comme CFS+, on est membre des acteurs de la formation, des acteurs de la compétence, donc l'ex-Fédération de la formation professionnelle, on a des outils de veille. Exactement. Le SICFI est un outil précieux pour la veille. Veille réglementaire, veille sur le champ des activités de la formation professionnelle, veille sur les innovations technologiques et pédagogiques, veille sur le handicap, etc. Donc, quand on est membre d'une organisation professionnelle comme celle-là, nos outils de veille, on a de quoi répondre. Exactement. Voilà, je ferme la parenthèse. Merci Michel de souligner cet aspect-là. C'est très important d'être, parce que en fait, le critère 6 de Calliope vous dit comment vous êtes intégré dans votre environnement professionnel. Si je suis membre d'une organisation professionnelle, je ne peux pas être mieux intégré que ça. Exactement. Le SICFI ou une autre. Oui, alors il y a l'aspect veille professionnelle, il y a l'aspect professionnalisation, parce que
on a une politique de professionnalisation de nos adhérents qui est toujours, j'allais dire, anticipatrice. Là, on est déjà sur tout ce qui est pédagogie, technopédagogie, notamment la réalité augmentée, la réalité immersive, etc. Donc, également sur un autre versant, puisque la formation est un produit de consommation. Donc, nous avons une convention d'affiliation avec la Chambre nationale des praticiens de la médiation, ce qui fait que lorsque on travaille avec des particuliers, eh bien, on peut évidemment saisir un médiateur si jamais il y a un problème tout de suite. Très important, la question du médiateur. Voilà. Tout le monde oublie ça. Et tout le monde oublie, alors que c'est une obligation. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je rappelle au passage que Calliope, c'est bien, on est certifié, mais qu'il y a un article du Code du travail qui va être modifié le 1er janvier 2022 qui dit, à partir du 1er janvier 2022, les financeurs vont faire des contrôles. Des contrôles. Attention, on est certifié Calliope en tant que prestataire. Maintenant, puisque les financeurs vont venir contrôler, ce n'est pas la qualité de notre organisation, ça a été fait par la certification, mais c'est la qualité des formations qui ont été financées. Tout à fait. Est-ce que vous avez bien appliqué sur cette formation-là qui a été financée les principes alors, donc, les questions de contrôle, là, vont devenir un peu plus… Exactement. Et donc, la question de la médiation risque de se poser. Exactement. Voilà. Voilà, donc je crois qu'on a peut-être tout on a dit. présenté le SICFI, on n'a pas de questions, on va pouvoir avancer. Non, simplement peut-être ce que je pourrais rajouter, c'est que tous les CFI ne sont pas des salariés ou ne sont pas salariés d'eux-mêmes. Hein, et donc, il y a une partie importante de nos adhérents qui sont ce qu'on appelle des TNS, les travailleurs non salariés. Travailleurs non salariés, oui. Et pour cela, évidemment, nous sommes également représentatifs. Nous avons 3 sièges au conseil d'administration de la CNPL, la Chambre nationale des professions libérales. Et vous savez que la CNPL est également en charge de tout le secteur social pour tous les indépendants de France. Donc, ce n'est pas uniquement les formateurs, mais c'est… Dont les auto-entrepreneurs. Dont les auto-entrepreneurs. On appelle les micro-entreprises. Voilà, donc on a effectivement des auto-entrepreneurs parmi nous. Et nous avons un siège de vice-présidence à la CIPAV. Donc, la CIPAV, c'est la caisse de retraite des travailleurs, des professions libérales, mais pas que. Donc, c'est aussi très, très important. Donc, on a une implantation, on va dire les 2 pieds, patronale, la représentativité patronale pour l'aspect salarié, et évidemment la gouvernance des entreprises elles-mêmes, et puis aussi pour tous ceux qui sont non salariés. Donc, on est sur les deux versants de représentativité. Parce qu'on peut être auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, il y a le mot entrepreneur, ce qui signifie entreprise. J'ai beau être auto-entrepreneur, je peux avoir un salarié. Exactement. Donc, je me retrouve bien en situation patronale. Exactement. Je peux être profession libérale. Voilà. Et en même temps, je suis TNS, travailleur non salarié pour ma propre personne. Voilà. Voilà. Donc, je peux effectivement avoir les deux choses. Donc, bravo au SICFI d'être sur de marcher sur ces deux jambes-là. C'est ce qui fait la spécificité du SICFI. Je crois qu'on est peut-être le seul syndicat à couvrir les deux volets, puisque traditionnellement, on a le patronat, enfin les syndicats patronaux et les syndicats de salariés. Pour les indépendants, il y a des syndicats qui sont spécifiques pour les indépendants, mais nous, on couvre les deux parties. Parfait. Voilà. Parfait. Écoute, je suis très heureux de cette présentation du SICFI et de la progression, surtout avec la représentativité du SICFI, qui est vraiment une chose importante. Voilà. Encore une fois, quand il y a 105 000 numéros de déclaration d'activité et qu'on a 70 000 qui sont portés par des indépendants, quand même, il faut bien qu'il y ait une représentativité et qu'il soit porté par le SICFI. C'est une très bonne chose. On va passer à des choses un petit peu plus générales maintenant pour présenter. Je te laisse présenter pour introduire la question de la réforme. Alors, la question je vais peut-être parler de la formation. En général, si tu peux peut-être, parce que là, on vient de dire des choses, c'est peut-être pas la peine d'y revenir. Oui, j'ai oublié de préciser que nous avions eu notre certification Calliope, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est la moindre des choses. C'est que le SICFI est aussi organisme de formation.
voilà. avec un numéro de déclaration d'activité. Et donc, en tant qu'organisme de formation, le SICFI est également certifié. On ne vous demandera pas par quel certificateur vous êtes passé. On ne peut pas faire de publicité. Oui, je ne peux pas faire de publicité. Voilà. Alors, oui, la formation. Donc, formation. Avant peut-être de parler de la réforme qui nous impacte depuis 2 ans, 3 ans, peut-être même plus, sans qu'on s'en soit aperçu. J'aurais voulu revenir sur la formation par rapport à sa place et son rôle dans l'évolution de l'humanité. Alors, ça paraît peut-être un peu présomptueux de revenir sur cette chose-là, mais il faut quand même savoir que c'est la formation qui a permis l'évolution de l'humanité. On peut citer des étapes que tout le monde connaît, hein, par exemple le feu. Quand on a découvert qu'on pouvait faire du feu, eh bien c'est la transmission de ce savoir-faire qui, tout bêtement, si je puis dire, a permis la poursuite de la vie en communauté, etc., et la survie de l'espèce. Donc, on pourrait prendre d'autres exemples sur les outils, etc. Et donc, ceci, évidemment, c'est produit jusqu'à nos jours, et avec des périodes de rupture importantes, des moments où on a découvert des technologies fondamentales qui ont bouleversé notre vie. Et on peut citer également, plus proche de nous, le 19e siècle, où il y a eu des avancées technologiques importantes, le 20e siècle également. Mais si on reprend toute l'histoire de l'humanité, on voit que c'est quelque chose qui est une permanente, une variable permanente, si je puis dire, dans l'histoire de l'humanité. Et donc les découvertes technologiques s'accompagnent forcément de transmission de connaissances et de transmission de compétences. Donc, la transmission des compétences et la transmission des connaissances, c'est quelque chose qui fait la spécificité particulière de notre espèce, et qui nous a permis, dans un premier temps, j'allais dire, de survivre par rapport à la nature qui nous dominait. Or, nous sommes passés depuis la fin du XVIIIe siècle dans une autre ère. C'est-à-dire qu'il y a une inversion dans le rapport de force entre la nature et les êtres humains, dans le sens où c'est l'activité des humains, de l'être humain, qui transforme le fonctionnement de la nature. Donc il y a un inversement du rapport de force entre les deux, on va dire les deux acteurs, si on peut dire que la nature est un acteur, qui fait qu'aujourd'hui, on voit bien avec les dérèglements climatiques qu'on est arrivé donc dans une situation où nous allons être obligés de tenir compte de nouveau des réactions de la nature. Parce que la nature, évidemment, a une logique qui nous dépasse, bien évidemment, et on s'est cru très, très puissant, alors qu'effectivement, notre puissance est quand même limitée. Donc, nous sommes dans aujourd'hui l'ère que l'on appelle l'Anthropocène. Donc, certains ont déjà peut-être entendu parler de ce concept, qui est plus qu'un concept, et qui va remettre en cause, et qui remet en cause un certain nombre on va dire, de postures, de conditions de vie, de développement économique, etc. La formation, depuis toujours, oscille entre deux postes, entre deux pôles plus précisément. Donc le pôle du collectif, c'est-à-dire le fonctionnement des sociétés, la régulation des sociétés, la régulation du comportement des humains, et le champ de l'économie, de l'activité économique. Et en fonction des périodes, eh bien, on va mettre l'accent plutôt sur il faut fabriquer des citoyens, ou il faut fabriquer des travailleurs, des travailleurs éduqués. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'on est un petit peu sur les deux pôles en même temps, avec une approche, on va dire, nouvelle de l'aspect économique, notamment en France et dans les pays européens, dans les pays de l'OCDE, dans le sens où il y a une compétitivité, il y a une mondialisation importante, et il y a une compétitivité entre les États qui fait que le développement des compétences, la transmission des savoirs et des informations sont devenus des paramètres de survie
pour les pays en question. Et la question de la France, c'était d'ailleurs des paramètres que nous avait mis en avant Madame Pénicaud quand elle nous a consultés sur la réforme, c'est qu'effectivement, la France se trouve encore un petit peu en retard par rapport aux innovations technologiques et en termes de formation, un petit peu en arrière de la main par rapport à ce qu'on pourrait faire. Ce qui fait qu'en termes d'économie, de compétitivité, la France a des parts de compétitivité à gagner en améliorant sa formation. C'est le pays de l'OCDE, troisième voilà. de la transformation, voilà. troisième ère de la transformation. Troisième ère de la transformation. Donc, mondialisation, technologie. Hein, et voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc, et se dire que l'effort que l'on fait depuis 3 ans, on va dire vraiment, sur la question de la formation et qui va se poursuivre, bien sûr, d'une autre façon et de façon démultipliée, notamment sur les aspects innovants, est quelque chose d'important pour notre pays. C'est vraiment un défi à relever. Et donc, nous, les formateurs, évidemment, on est concernés au premier chef. Et donc, la politique de formation elle-même et la politique de formation des formateurs eux-mêmes, puisque nous, SECFI, c'est aussi ça qui nous motive, la formation des formateurs est quelque chose d'extrêmement important. Sachant qu'aujourd'hui, on va le voir tout de suite, le mot formateur, au sens où on l'entendait traditionnellement, n'a plus le vrai sens. La formation, c'est d'abord l'accompagnement des gens dans leur propre auto-formation, dans leur propre développement personnel, de façon à ce qu'ils soient heureux, épanouis et évidemment productifs. Et opérationnels. Et opérationnels. Pour transmettre des compétences qui sont des compétences si possible actualisées, d'où l'importance de ce système de veille qu'on nous demande dans Calliope, en particulier sur est-ce que sur mon champ d'activité, mon champ d'intervention, je suis bien à l'écoute de l'évolution des compétences. Exactement. Si je travaille sur le secteur du bâtiment, comment je suis à l'écoute des évolutions des compétences et des métiers dans le bâtiment. Ça paraît tellement logique, mais voilà, c'est... on doit, et en fait, la certification nous sert aussi à ça, à nous améliorer, à mettre ça un peu sous, bien sûr, pas sous contrôle, mais enfin, en tout cas sous régulation. C'est à structurer nos processus d'accompagnement. Alors, j'emploie le mot formation un petit peu est réducteur maintenant. Donc, le processus d'accompagnement, de développement de la performance des personnes, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau économique, c'est quelque chose de évidemment très, 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 très important. Alors, et qu'il ne faut absolument pas négliger, au contraire. Alors, je vais rabâcher une fois de plus, parce que je rabâche avec ce truc-là, c'est que je rappelle toujours que le titre premier de la loi Pénicaud, c'est « Vers une nouvelle société de compétences ». Oui. Vers une nouvelle société de compétences. Et quand on a une loi qui dit « voilà les objectifs de cette loi », ça vise quand même assez haut. En tout cas, c'est vers une nouvelle société de compétences, qui n'est pas une nouvelle société de connaissances, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et en tout cas, ça donne une tâche plus claire à la formation professionnelle. Et donc, ça implique des modifications, en particulier d'un article du Code du travail, où on a remplacé action de formation par action de développement des compétences. Ouais, on va venir. Voilà, et on va y venir. Donc, nous sommes des acteurs concourant au développement des compétences. Exactement. Voilà. Et ça, c'est important, c'est la place et le rôle de la formation, c'est bien celui-là. Enfin, en tout cas, c'est le rôle qui nous est assigné par la loi. Exactement. Maintenant. On passe oui, je crois, oui, on peut. Diapo suivant. S'il y a des questions. Voilà. Alors, les questions, on répond un petit peu aux questions que nos amis Cathy et Sarah, que l'on salue, nous transmettent. Donc oui, il y a, pour savoir combien il y a de numéros de déclaration d'activité en service, il y a un site du gouvernement qui s'appelle Data.gouv, je ne sais plus l'adresse, vous allez la trouver facilement sur Internet. Vous allez sur un moteur de recherche et vous recherchez liste publique des organismes de formation. Voilà. Et donc, c'est un tableur Excel qui est à télécharger. Et ben, il y a un jour où il fait 105 000 lignes, et puis le lendemain, il va en faire 110 000, puis il va revenir à
à 103 000, et puis enfin, il fluctue tous les jours en fonction du nombre de numéros de déclaration d'activité qui sont supprimés, etc. Voilà. Donc, vous pouvez aller consulter parce qu'il y a une question sur il n'y en a pas tant dans le jaune. Alors, ce qu'il faut savoir, le jaune parlementaire de 2022, il vient des données de 2020. Et là, on est dans les données de 2021. Vous voyez, c'est-à-dire que tout ça est mis à jour par les bilans pédagogiques et financiers. Et puis après, il y a une mise à jour quotidienne parce que il y a des numéros de déclaration d'activité qui se créent tous les jours et il y en a d'autres qui sont supprimés tous les jours. Pour un chiffre un peu consolidé, celui de 2019, c'était 119 535, je crois, BPF qui avaient été contrôlés par la DGEFP. Donc, dans ces 119 000, il y a 9 000 à peu près organismes importants de formation, type Ségos, etc. Comme CFS+. Voilà, CFS+, bien sûr. Voilà. Et tout le reste, ce sont des CFI. Ce sont des consultants formateurs indépendants. Donc, voilà l'importance de notre profession dans la formation. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, un contexte incertain et en bouleversement. Donc, des choses que tout le monde connaît, effectivement, donc transition numérique, transition énergétique, transition écologique, la loi elle-même, donc on va y revenir. Nous sommes dans un contexte où il y a, du fait de cette transition, beaucoup de métiers qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, beaucoup qui évoluent. Et donc, derrière, il y a du recrutement ou pas, mais il y a surtout des besoins de formation. Il y a eu beaucoup de réorganisation dans les entreprises, due notamment au télétravail, qui a été quand même assez brutal pendant le confinement, qui nous a sauvés d'ailleurs, qui a sauvé l'économie. Évidemment, qui a sauvé aussi, puis qui a permis aussi de développer la formation. Oui, tout à fait. Moi, j'hésite avec le mot à distance parce qu'on on confond un peu, là, tu vas en parler d'ailleurs, de la formation sur étagère, là, où il y a une espèce de gros mythe là-dessus, et puis la formation à distance, où en réalité, le formateur comme les formés sont présents quand même. Oui, Simplement, au lieu d'être dans une salle physique, on est dans une salle virtuelle, mais on est bel et bien là. Voilà, comme maintenant, c'est-à-dire qu'on est en train de communiquer. Donc on est dans une situation de téléprésence. Voilà. Mais donc, on est présent. Voilà. Donc, évidemment, la pandémie qui continue à nous impacter dans nos conditions de vie, nos conditions de travail, etc., bien sûr, et j'allais dire le mode de réflexion que l'on peut avoir collectivement et individuellement par rapport à notre position face à la nature et face à notre condition d'homme terrestre, d'humain sur la Terre. Donc là, il y a un impact important dans le sens où on est, dans beaucoup de cas, collectivement ou individuellement, concentré sur des réflexions par rapport au sens de notre vie, au sens du travail, au sens du collectif. Et ça aussi, ça impacte évidemment les performances au travail, ça impacte la formation, bien sûr. Voilà, alors notre ami Jean-Noël nous dit la formation et le développement des compétences, oui, mais ne pas occulter le cas des veilles de résultats, ce déplacement des personnes formées sur des marchés observés et ressourcés. Oui. Sinon, on reproduit ce même schéma qui nous a tant desservi. Alors, comment interprètes-tu cette réflexion ? Oui, la performance, alors je ne sais pas, je pense à Jean-Noël, je connais bien Jean-Noël, je souscris évidemment à son analyse, à sa réflexion. C'est vrai que les résultats, c'est quand même pour ça qu'on travaille. Mais bon, il y a des limites. Je veux dire, les choses doivent se faire dans le respect des êtres humains, dans la reconnaissance du travail accompli, etc. Donc, il y a quand même... on n'est plus au 19e siècle, hélas, j'espère.
Mais encore que, on n'est plus au 19e siècle où on exploitait durement et salement tous les êtres humains qui… Oui, et en même voilà. temps, au 19e siècle, les compétences n'évoluaient pas à la vitesse à laquelle elles évoluent autre jour, Voilà. en particulier sur certains secteurs comme l'informatique, où l'évolution des compétences, ça se mesure en mois, Aujourd'hui, tous les terrible. 6 mois. Ouais, Donc voilà, donc on a aussi quand même un changement d'époque qui n'est pas tout à fait la même. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une Au accélération. 19e siècle, on avait un emploi pour la vie. Oui. On apprenait à devenir chaudronnier, puis on était chaudronnier, puis Voilà. on n'allait pas devenir quelque chose d'autre dans sa vie professionnelle, alors qu'aujourd'hui… J'aurais pu rajouter d'ailleurs, effectivement, ce que tu es en train de dire, Michel, un paramètre de plus qui est l'accélération du temps en général d'ailleurs. Absolument, l'accélération de tout. On est dans l'immédiateté et effectivement, ça a un impact sur les évolutions, sur les innovations technologiques. Voilà, et sur les évolutions des compétences. Donc, il faut bien, Voilà. effectivement, et l'objectif de vers une nouvelle société de compétences, c'est que nous, organismes de formation, c'est assez logique qu'on soit à l'écoute de ça, même si, voilà, parce que pour que les gens aient du travail, retrouvent du travail, en développent, créent leurs entreprises, etc. Il y a bien une question quand même d'être à jour des compétences, et c'est notre boulot, et c'est passionnant d'ailleurs. Alors, en termes de c'est mon point de vue. Oui, alors en termes de conditions de travail, tu as raison. On pourrait rajouter également que à un moment donné, c'est quand même l'être humain qui doit être au centre de l'affaire, et la rapidité des évolutions. L'être humain n'est pas fait, enfin le cerveau humain n'est pas fait pour des évolutions, on va dire, à la minute. Donc, il faut quand même un certain temps pour que le cerveau humain s'habitue à l'utilisation de nouvelles technologies. Il faut comprendre, il faut s'entraîner, etc. Donc, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et malheureusement, on est justement dans une période où les choses changent tellement que ce qu'on demande, c'est vraiment des adaptations rapides. Et ça, c'est brutal. En termes de risques psychosociaux, je signale que c'est quand même assez brutal pour les gens, parce qu'on n'est pas configuré en tant qu'être humain, on n'est pas configuré comme ça. Alors là, on arrive sur un sujet qu'on va aborder un petit peu après, mais l'importance de la loi Pénicaud, de la loi du 5 septembre 2018, et qui pour moi donne des ouvertures au CFI, c'est-à-dire aux consultants formateurs indépendants, c'est que maintenant, avec un numéro de déclaration d'activité, ils peuvent faire du bilan de compétences et de l'accompagnement à la VAE, c'est-à-dire qu'on a aussi, avec cet élargissement des actions de concourant au développement des compétences, et qu'on a 4 actions concourant au développement des compétences, une clarification, je trouve, de notre rôle, et que et pour moi, l'explosion aussi des numéros de déclaration d'activité tient aussi à cette réforme. C'est-à-dire que je suis indépendant, je peux faire du bilan de compétences. Avant, je n'avais pas besoin d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Maintenant, c'est obligatoire, mais c'est une ouverture d'activité très intéressante et très intense pour les indépendants. Tout à fait. Bon, on va revenir, je pense. Voilà, on va revenir sur le sujet. Voilà, une nouvelle. On était déjà effectivement dans cette. On avait anticipé le fait qu'on est sur une nouvelle société de compétences, et qu'en effet, encore une fois, c'est le titre de cette loi. Et on a un rôle, c'est peut-être ça, simplement pour synthétiser, parvenir sur le détail, mais notre profession, quelles que soient, j'allais dire, les modalités, VAE, etc., ou analyse du fonctionnement d'une organisation, voilà, donc tout ce qui est du conseil au fonctionnement d'une organisation, on a un rôle extrêmement important dans la compétitivité qui est en cours en ce moment en France. Je crois que ça, c'est peut-être, s'il n'y avait qu'un seul message à faire passer, c'est celui-là. Tout, ou presque, repose sur nous. C'est un peu dur ce que je dis là. Non, mais tout repose sur nous. Je crois qu'il faut que les formateurs, enfin toutes les personnes qui sont dans ce créneau-là, on va dire, d'accompagnement des actifs, aient bien conscience de cet enjeu et du fait que nous avons un rôle extrêmement important pour le pays. Absolument.
Alors, les nouveaux paramètres. Alors, les nouveaux paramètres, donc on ne va pas tout décliner, la réforme, parce que vous connaissez, mais il y a eu, comme vous le savez, une réforme complète de la gestion des flux de financement, puisque c'était un des problèmes récurrents qui était opposé, qu'il y avait du gâchis financier, que l'argent partait, on ne savait pas où, etc. Donc il y a eu toute une restructuration avec des nouveaux acteurs, avec des nouveaux partages, etc. Le paritarisme a également été modifié. Alors, le paritarisme en France, donc je ne voudrais pas faire un cours sur le paritarisme, enfin, le paritarisme, c'est quand même ce qui tient la démocratie sociale en France. Vous savez qu'il y a 2 pôles dans la démocratie en France, la démocratie constitutionnelle, qui est liée au fonctionnement des institutions, et puis la démocratie avec les instances, l'Assemblée nationale, etc., et les instances qui concernent la vie quotidienne des gens, qui sont les instances de dialogue social, le paritarisme social, avec la sécurité sociale, la CAF, les retraites, bon. Ouais, et puis surtout une gestion paritaire, c'est-à-dire avec les organisations professionnelles et voilà. les syndicats représentatifs, etc., voilà. qui sont bien obligés enfin, de travailler ensemble voilà. et de façon peut-être un petit peu moins conflictuelle. Enfin, voilà, avance là aussi, il faudrait, oui. Bon. Voilà. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est le sujet d'un webinaire en soi, déjà. Ouais, voilà peut-être. Donc, il y a eu modification quand même, notamment celle qui nous touche le plus, c'est le passage des OPCA aux OPCO, hein, donc qui a modifié le paysage, qui a obligé effectivement des mutualisations, etc., et qui a modifié aussi leur rôle, hein, puisque c'est l'URSSAF maintenant qui collecte les fonds, et ensuite les OPCO reçoivent de France Compétences la part qui leur est due. Hein, je résume. Plus d'autres acteurs. Évidemment, le processus pédagogique qui a été changé avec la redéfinition de la formation et ses objectifs, donc comme le disait très justement Michel tout à l'heure. Donc la formation, c'est d'abord un processus, un parcours pédagogique qui doit déboucher dans le cadre d'un projet professionnel et qui doit déboucher sur le développement des compétences. Donc les compétences, ce n'est pas les connaissances. Ça veut dire qu'on a des connaissances, mais qu'on sait les utiliser. Voilà, c'est opérationnel et évaluable. Voilà. Hein. Et donc le travail de ceux qui développent, qui aident au développement des compétences, c'est d'accompagner les actifs de façon à ce qu'ils s'approprient un certain nombre de choses pour être capables, sur leur poste de travail, de faire les choses qui sont prescrites ou même inventées, puisqu'on est plutôt aussi dans la partie innovation. Donc, à la fois le travail prescrit, mais le travail créatif qui est demandé aux gens aujourd'hui. Et donc, la redéfinition, on va dire, du développement des compétences, c'est quand même quelque chose qui change complètement le paradigme de ce qu'on appelait la formation auparavant. Et donc, paradigme veut dire le métier, veut dire, etc., les compétences. Bien sûr. Je rappelle toujours, là, c'est toujours notre article L6313-1 du Code du travail, où nous, avant le 1er janvier 2019, nous avions action de formation, et puis on avait 14 cases. Il fallait choisir parmi une de ces 14 cases, bilan de compétences, action de développement, de reconversion, action de ceci, action de cela. Depuis le 1er janvier 2019, c'est terminé. On a des actions concourant au développement des compétences, parmi lesquelles des actions de formation. Voilà. Donc, il y a une ouverture aussi pour nous. C'est une ouverture. C'est une ouverture énorme. Mais oui, c'est une ouverture énorme. C'est pour ça que quand j'entends toujours des gens dire cette loi c'est fait pour tuer les petits. Pas du tout. Bon, je dis quand on veut tuer les petits, il y a une façon qui est très simple, c'est de dire vous voulez entrer sur le marché de la formation professionnelle, ça n'est pas possible si vous n'avez pas un capital social de 50 000 €. Oui. Alors là, on tue les petits. Non, mais là, c'est pas compliqué à faire. Là, c'était pas. Donc là, on ne fait pas ça. C'est-à-dire que là, on dit si vous voulez faire du développement, comment dire, des bilans de compétences, allez-y, il vous faut un numéro de déclaration d'activité. Faire de l'accompagnement à la VE, allez-y, il vous faut un numéro de déclaration d'activité. Après, les conditions d'entrée sur le marché, c'est quoi? C'est que principalement votre casier judiciaire B3 soit vierge. Voilà. Parce que c'est le seul cas où le NDA, le numéro de déclaration d'activité, c'est impossible de l'avoir. Voilà.
Alors maintenant, les organismes de formation qui disent oh, je ne demande pas le numéro de déclaration Oh là, d'activité à mes sous-traitants, je leur dis vous leur demandez leur B3 tous les 3 mois, leur casier judiciaire, hein, entre autres choses. oui, oui, non, Enfin, non. c'est un autre sujet. Oui, oui, là aussi. Mais bon, il faut faire attention à ce qu'on fait et rester quand même dans le minimum des règles juridiques. Voilà. Alors, donc, paritarisme, redéfinition de la formation, on vient de le voir, des objectifs, hein, des modalités de prestation, les processus qualité, ben, Alors, évidemment. processus qu'on va y revenir, hein, le processus qualité, l'excellence de la formation, évidemment, est nécessaire si on veut être compétitif. Hein. Voilà. Et l'évaluation, alors moi j'aime beaucoup le mot évaluation tout seul. Parce que je dis l'évaluation de quoi? Oui. Parce que il y a un petit défaut, enfin on va reparler de Calliope après, mais à propos d'évaluation, je dis si je me contente du critère 7, l'évaluation de la satisfaction. Non. Bon, eh ben, je dis oui, mais il y a des gens qui sont très satisfaits et puis qui n'ont rien appris. Exactement. Et inversement, j'ai des gens qui sont insatisfaits et qui étaient premiers de la classe. Vous voyez. Donc, l'évaluation de la satisfaction est sûrement pas un indicateur tout seul qui suffit à dire, vous voyez, ma formation, elle était de qualité, les gens étaient contents. Non, non, l'évaluation, c'est est-ce que les gens savent faire sur leur poste de travail ou ils ne savent pas faire? Est-ce qu'ils sont bien Voilà, c'est l'évaluation des objectifs qui ont été fixés d'abord. Et puis après, la satisfaction. Alors, il y a des produits nouveaux aussi, alors un peu moins nouveaux parce qu'avant c'était le DIF, ça s'appelle le CPF, hein, on y reviendra tout à l'heure. La FEST, qui est quand même là aussi quelque chose de très très important, qui est quelquefois confondu avec la formation sur le tas, qui était un peu péjoratif, mais la formation sur le tas, la FEST, c'est quand même, on est sur le poste de travail. Ah oui, on est dans le réel, donc c'est quand même très important. C'est le plus important dans une formation. Ah oui, ST peut vouloir dire sur le tas, en fait. Ben, non, action de formation en situation de travail. Donc là aussi, travail. On a structuré un processus pédagogique sérieux qui fait qu'on peut faire justement, là encore plus, l'évaluation des compétences. Alors, la FEST, ce n'est pas quelque chose qui concerne une personne seulement et puis on va lui mettre un tuteur puis on va laisser les choses se faire dans un coin. Ça veut dire que le manager est concerné, l'équipe est concernée, puisque dans une organisation, on est dans un fonctionnement systémique, donc tout est imbriqué. Hein, je ne veux pas faire un cours de management ou d'organisation du travail, mais on sait très bien que on est dans un système, donc tout est interconnecté. C'est lié à la politique de formation de l'entreprise, c'est lié à la politique de gestion des ressources humaines et donc surtout à la politique de carrière, entre guillemets. On peut parler de carrière, mais au moins de parcours professionnel. Et donc, ça veut dire que quand on fait une formation à FEST, toute l'entreprise ou toute l'organisation est impliquée. Ce n'est pas uniquement à un moment quelque chose qui est fait uniquement sur le poste de travail. C'est un processus global. Absolument. Donc, ça demande, enfin, on y reviendra peut-être, mais ça demande des compétences pour les personnes qui accompagnent. Tout à fait. Alors, on n'a pas de questions, donc apparemment, tout va bien dans le chat. Tout le monde est très, très sage, apparemment. Alors après, un autre, évidemment, après on terminera par Calliope, bien sûr, mais un autre aspect, c'est le développement de l'apprentissage, qui est quelque chose là aussi d'extrêmement important, parce que c'est lié au réel de fonctionnement des entreprises. Et donc, comme dans l'entreprise, on attend souvent, quand même, il faut le dire, quand on recrute quelqu'un, que ce soit quelqu'un prêt à l'emploi. On fait un appel comme ça dans la nature et puis tac, on a des CV, on se dit celui-là ou celle-là, hop, je le mets tout de suite sur le poste et c'est bon, ça marche. Ben non, c'est jamais le cas. Donc, il y a toujours des déceptions. Donc, la question de l'apprentissage, c'est important parce que ça résout en grande partie cette question, c'est-à-dire qu'on va former des gens et après, on les garde. Donc, ça, c'est génial pour tout le monde, pour l'entreprise et pour les gens qui cherchent du boulot. C'est comme ça chez CFS+. Voilà. Coucou Sarah. Voilà, qui est notre apprenti chez CFS+, et qui va rester avec nous, nous l'espérons. Alors là, donc, on a une diapo qui présente un petit peu, alors j'aurais pu faire d'autres, on va dire d'autres paramètres, mais donc tout ce qui
qui apparaît comme, comme formation, comme type de formation, comme type de prestation. Je sais pas Alors parlons qu'on peut 30 appeler. secondes des formations sur étagère, là, ça Oui, m'intéresse le alors ça, sujet. c'est le mot valise qui est employé, je ne sais pas d'ailleurs, partout dans la C'est pour le presse. e-learning, c'est ça? Non, c'est en fait tout ce qui est catalogue, tout ce qui est formation en ligne, où en fait vous choisissez, c'est un peu comme dans un supermarché. On peut dire d'une certaine façon que le CPF, c'est une formation sur étagère. C'est-à-dire que vous choisissez, en supermarché, vous dites tiens, je veux une bouteille de lait, vous allez dans le rayon lait et après vous faites votre choix. Ben, c'est d'ailleurs comme ça que la Caisse Hein. des dépôts et consignations, au tout début du CPF, avait présenté ça en disant nous allons créer le supermarché de la formation Eh bien professionnelle. voilà, c'est Et moi, ça. la question que je posais à l'époque, c'est comment est-on tête de gondole? Et voilà. Alors, C'est un supermarché, il y a une tête de gondole. Donc, les têtes de gondole, voilà, aujourd'hui, les têtes de gondole, ce sont les startups, medtech, etc., qui sont très, très performantes. Hein, ça, on ne peut pas évidemment l'enlever. Donc, on peut tout à fait travailler avec un organisme de formation qui pratique ce genre de prestations, hein, puisque c'est un marché. C'est un marché. Donc, il y a des gens qui vont évidemment aller acheter. oui, alors c'est Hein. un marché quand même, le CPF, qui est un marché quand Ah ben même, oui, c'est un peu à part. Oui. c'est sur étagère avec quand même des limites, puisque les formations doivent conduire à une certification inscrite au répertoire national ou au répertoire spécifique, ou bien être un bilan de compétences ou un accompagnement à la Ah VAE. oui, mais alors, Donc il y a des limites quand même. Hein. donc, C'est-à-dire tout n'est pas éligible non plus. C'est pas un supermarché oui, oui, comme oui. ça où on vient déposer sur étagère sa formation et puis hop, c'est éligible par le CPF. Oui, le CPF, il est cadré, on va dire. Il est Pas cadré. suffisamment, on va y revenir tout à l'heure, mais Oui. il est cadré. Par contre, il peut y avoir des formations qui vous permettent d'obtenir des blocs de compétences, voilà, que vous pouvez acheter en ligne, il n'y a pas de problème. Voilà, oui, oui. Hein. Oui, Donc, oui. mais quand même, ces organismes de formation, même s'ils font des formations sur étagère, doivent avoir une certification Calliope. Sinon, on va dire que dans le marché de la concurrence, eh bien, on va dire, ah ben oui, celle-là, Oui, enfin, on doit avoir obligatoirement la ah ben, certification Calliope pour si, obtenir des si financements. on demande des financements. Voilà, voilà, Sinon, voilà. ce n'est pas obligatoire. CPF ou autre chose. Hein, Oui, oui, tout à fait. hein. Et donc, c'est vrai que ces formations sur étagère font peur. Je ne sais pas si le mot est vraiment réaliste, mais mettent en concurrence évidemment un certain nombre de personnes, de formateurs, qui avaient l'habitude de faire de la sous-traitance et qui, je sais pas, au hasard, je dis formation conduite de projet ou formation conduite de réunion ou conduite d'entretien. Enfin, bon, voilà. Donc, des spécialités, des spécialistes de ces formations-là. Ben, vous pouvez avoir la même chose en ligne. Vous achetez ça en ligne, vous avez voilà, une formation de 2 jours, 3 jours. Vous pouvez avoir des MOOC, vous pouvez avoir des formules multiples à distance qui vous permettent de. Voilà. Alors, c'est vrai que là aussi, c'est une possibilité de plus pour les acheteurs de formation de se former. Et donc, lorsque j'étais en sous-traitance avec un cabinet qui faisait ce genre de choses, puis qui dit: «Ah ben maintenant, moi, je travaille avec la start-up Trucmuche qui va faire telle chose». Et donc, madame, monsieur le CFI qui faisait du présentiel jusqu'à présent, ben, je ne sais pas trop ce qu'on va vous donner à faire. Oui, c'est ça la grande Hein. illusion de ce que j'appelle le e-learning, c'est-à-dire Voilà. que oh, ben, vous voulez apprendre, vous pouvez préparer votre CAP de pâtissier en venant faire de la formation en ligne. Vous avez des vidéos et puis avec les vidéos que vous allez faire, vous allez pouvoir aller passer le CAP de pâtissier en candidat Voilà. libre. Voilà. 3 tutos et c'est bon. 3 tutos et c'est bon. Bon. Donc, voilà. Donc, on peut rien dire non plus parce que Non, c'est des ressources, ce sont des ressources. voilà, Hein. alors c'est passionnant. Notre Sophie nous dit qu'elle est formateur indépendant Oui, auto-entreprise. Elle oui, réalise des prestations pour des formations, des organismes de formation, donc elle est en sous-traitance. oui, Dois-je faire des démarches pour créer mon organisme de formation? La réponse est oui. vous êtes obligé de vous déclarer à la direction régionale, à la Ah oui, DRETS,
de votre région ou à la Driette en Île-de-France, c'est-à-dire c'est le nouveau nom de la Directe, vous êtes obligé de vous déclarer au ministère du Travail. Si on ne déclare pas son activité de formation, c'est 4 500 € d'amende. Et l'organisme lui-même qui vous emploie, pareil, lui, c'est encore pire. Voilà, donc, Oui, donc oui, il oui. y a une obligation d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Vous savez, c'est en lien avec cette question du casier judiciaire B3. C'est-à-dire que si vous perdez votre la virginité de votre casier judiciaire B3, le ministère du Travail sera au courant et vous allez perdre automatiquement votre numéro de déclaration d'activité. Voilà. Bon, donc déjà, c'est la première condition d'entrée sur le marché. On doit avoir un casier judiciaire vierge. C'est la première chose que vous demande le ministère du Travail. Bien. Donc oui, obligation d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Après, non, vous n'êtes pas obligé de passer la certification Calliope, puisque celui qui passe la certification Calliope est celui qui reçoit de l'argent public ou mutualisé, donc paritaire, voilà, de Pôle emploi. de Pôle emploi, etc. Donc, ce n'est pas le sous-traitant qui reçoit l'argent, mais le donneur d'ordre. Donc, le sous-traitant, lui, s'il n'est pas Calliope, ce n'est pas grave, mais Non. il doit avoir son numéro de déclaration d'activité. Et fuyez les gens qui vous disent que ça n'est pas indispensable. Voilà. C'est un service à vous rendre et à leur oui, rendre. ah oui, ah oui. J'ai eu l'exemple, moi j'aime bien raconter ça, j'ai eu l'exemple d'un organisme de formation qui avait qui fait de l'habilitation cassette chariot élévateur. Alors, il dit alors tes sous-traitants, oh bah ils me font des factures de la prestation de service, ils n'ont pas besoin de numéro de déclaration d'activité. Donc j'ai dit tu vas me les réunir tes sous-traitants, puis on va parler 5 minutes. Et j'ai dit aux sous-traitants, bon, le jour où il va y avoir un accident, quelqu'un qui tombe du chariot élévateur, qui est au cimetière ou en fauteuil roulant, vous allez voir, les assurances ne vont pas le vérifier, le numéro de déclaration d'activité. Ah bon, sur le tarmac, il y avait quelqu'un qui n'était pas formateur? Eh ben, nous, on ne couvre pas. Eh ben oui. Voilà. Alors, les sous-traitants sont venus me voir en me disant merci, on court demander notre numéro de déclaration d'activité. Personne ne pense à ce genre de choses, mais voilà, le diable se cache dans les détails. Surtout que c'est une démarche administrative. Je veux dire, c'est pas voilà. un examen. C'est pas un examen. La satisfaction doit être étendue à l'appréciation des chefs d'entreprise. Oui, bien sûr. Et là, je vous donne rendez-vous dans le Calliope à l'indicateur 11, évaluation des résultats ou des objectifs, et vous pouvez faire effectivement de l'évaluation à chaud, les acquisitions. Ce que les gens savent quand ils sont sortis, et puis comment les acquisitions sont devenues des acquis, on va le vérifier sur le poste de travail avec la personne elle-même, et puis pourquoi pas le chef d'entreprise. Oui, bien sûr. Ça, c'est des évaluations à chaud et à froid. Pour moi, une formation sur étagère, c'est quand le formateur suit à la lettre un plan de cours. Oui, pourquoi pas. Oui. Enfin, commercialement, c'est pas. Oui, c'est pas ce qu'on entend. C'est pas ce qui est entendu. Voilà, mais bon. Voilà. Je ne suis pas sûr de comprendre cette slide qui montre à la fois différents types de prestations, différents moyens de financement et le référentiel qualité. Oui. Voilà. Bon, c'était pour montrer on va dire l'éventail des possibles dans cette réforme qui est à la fois une réforme sur les modalités d'intervention, sur les types de prestations et sur les processus à la fois pédagogiques et de vente. Ça veut dire qu'on est dans un nouveau paradigme. Donc là, on mélange les critères. Donc, c'était un peu pour faire cette démonstration-là. Pour vous montrer qu'en fait, on est passé à quelque chose de beaucoup plus ouvert. Voilà. Et avec des possibles et multidimensionnels. Qui étaient moins répertoriés avant. Il faut qu'on avance parce que ça va bientôt faire 1 heure. On a 1h30. D'accord. Donc, on va un peu accélérer. Donc, ça veut dire, vous voyez, on était un petit peu là-dessus, les compétences des formateurs, entre guillemets, alors on ne sait pas si on les appelle toujours des formateurs, mais des personnes qui s'occupent des autres sur leurs compétences, doivent avoir un objectif, le fait qu'il faut apprendre aux gens à agir. On est là pour les aider à ce qu'ils sachent agir, à ce qu'ils veulent agir et à ce qu'ils puissent agir. Donc, savoir agir, ça veut dire qu'il faut les aider à acquérir les compétences, qui sous-tend aussi des connaissances. Donc, ça, voilà. Ensuite, vouloir agir, là, on est sur la motivation, on est sur l'engagement, on est sur ce qu'on appelle l'apprenance. Est-ce que la personne a envie d'être dans cette formation? Quelle est
je veux dire, sa recherche personnelle, etc. Donc, c'est là-dessus que le formateur doit travailler. Bien sûr, et c'est une belle prévention des abandons quand on fait ça. Voilà. C'est-à-dire que il n'y a rien de pire que d'avoir des gens qui sont en formation qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Voilà. Donc, Alors là, ils abandonnent très vite. C'est inadmissible. Donc là, aujourd'hui, on n'est plus là-dessus. Donc, il faut déjà peut-être commencer par là. Et puis ensuite, pouvoir agir, regarder dans leur environnement professionnel. Et c'est pour ça que le lien avec la situation de travail est très, très important. C'est je donne la personne a acquis des compétences. Est-ce qu'elle pourra vraiment les mettre en œuvre? Est-ce que c'est compris dans sa fiche de poste? Est-ce qu'elle a l'autorisation de sa hiérarchie pour faire les choses? Est-ce qu'elle peut innover, etc. Donc, quelle est sa zone d'autonomie par rapport à l'exercice de ses compétences? C'est ce que nous dit Jean-Noël d'ailleurs, quand il dit il faut qu'on étende non pas seulement au chef d'entreprise, mais aussi à la personne elle-même, effectivement, le retour entre guillemets, sur poste de travail, en tout cas en situation de est-ce que les acquisitions, ce que j'avais en sortant de la formation, sont devenues des acquis, je les exploite. Voilà. Je vais écrire un article sur acquisition acquis, ça fait des mois que je l'ai dit. Donc, ça veut dire que notre posture d'accompagnant, je ne sais pas comment nommer les formateurs, mais notre posture, ce n'est pas du tout la même que celle qu'on avait jusqu'à présent. On est dans un autre monde. On n'arrête pas de parler de l'autre monde. Il est là. Voilà, c'est ça l'autre monde. Et donc, il faut se former. Alors, la question, puisqu'on parle un petit peu de formation numérique, là, tu en as parlé, Martine, puis on a une question qui est de Francis, je crois, qui nous dit est-ce que je dois avoir un numéro de déclaration d'activité avant de donner des formations numériques? La question est dans la réponse. Vous facturez une formation? Vous avez écrit formation sur votre facture. Voilà. Vous êtes acteur de formation, vous êtes acteur de développement des compétences. Vous devez déclarer au ministère du Travail que vous êtes acteur de développement des compétences et obtenir un numéro de déclaration d'activité. Point. Voilà, que vous soyez en sous-traitance dès lors que vous émettez une facture de formation et que vous émettez des factures de formation de façon régulière, et ce ne sont pas des factures de prestation de service. Faites attention de ne pas mélanger les deux. Voilà, vous êtes formateur, vous intervenez comme formateur, que ce soit numérique, que ce soit à distance, que ce soit en situation, en présence, que ce soit en situation de travail. Vous êtes formateur, enfin, vous facturez de la formation, donc vous devez le déclarer. Point. Tout à fait, Michel. Voilà. L'émission des CFI. Alors, parlons de Calliope maintenant. Ah oui. Quel grand sujet quand même. Quel grand sujet. Cette certification qui est faite pour tuer les petits. J'avais pas mis des chiffres là, me semble-t-il. Si, je les ai mis en valeur. Ah oui, voilà. Voilà. Donc, en fait, ce sont les chiffres de la DGEFP. Donc, aujourd'hui, 15 551 prestataires étaient certifiés. 12 341 étaient en cours de certification, donc on peut dire que c'est fini. Donc, moi, j'ai un peu globalisé. Ça fait 27 892 prestataires qui étaient dans la démarche de se faire certifier, de certification. Voilà. Alors, et donc, parmi ces… donc, en faisant les soustractions et les déductions, etc., on arrive à 18 892 CFI. Consultants formateurs indépendants. Ce qui fait peu par rapport aux 70 000. Alors, c'est ça. Voilà. Alors maintenant, il faut quand même relativiser un petit peu ces chiffres parce que le ministère du Travail, et en particulier, vous pouvez aller sur la chaîne qualité-formation-professionnelle.fr, revoir le webinaire du 24 juin avec Stéphane Rémy du ministère du Travail, où Stéphane Rémy nous explique que d'après les chiffres du recensement du dernier bilan pédagogique et financier, on a à peu près 40 000 organismes de formation, donc 40 000 numéros de déclaration d'activité qui sont bénéficiaires de financement des formations. Donc, c'est ceux-là qui doivent être Calliope. Les 60 000 qui ne demandent jamais de financement, sinon pas Calliope, ce n'est pas très grave. Ceux qui ne font que de la sous-traitance et qui ne demandent jamais de financement à qui que ce soit, qui ne sont pas Calliope, ce n'est pas grave. Ils peuvent l'être pour se démarquer. Moi, j'ai un client qui, lui, n'a jamais demandé un financement à qui que ce soit depuis 20 ans. Mais
Il tenait à être Oui, certifié Calliope pour être parce dans la que démarche voilà, d'amélioration continue et par rapport à ses clients, etc. Bon, voilà, donc tout est. Mais il n'y a pas d'obligation. il n'y a pas d'obligation, L'obligation, sauf c'est quand voilà. on reçoit de l'argent public ou paritaire. Voilà. Donc les 27 892, allez, arrondissons aujourd'hui à 30 ans, 30 000, ouais. et c'est quand même c'est 30 000 sur 40 000 environ. Donc C'est pas mal. on atteint le but que s'était Mmh. fixé le ministère du Travail quand même avant le 1er janvier 2022, Non, c'est pas mal. en gros. Alors, je me suis permis de rectifier la Ah oui, diapositive, oui, sur la Martine, oui, tu as pour bien fait. écrire non pas 15 551 OF, organisme de formation, hein, mais 15 551 prestataires d'action de développement des Tout à compétences, fait, hein, qu'on résume aujourd'hui par OPAC, ce qui est quand même c'est ça. pas Mmh. très bien Mmh. choisi. Jean-Pierre Willems avait suggéré qu'on s'appelle des ACDC. Oui, ACDC, mais ACDC, acteurs concourant au développement des compétences, puisque nous délivrons des actions concourant au développement des eh oui, compétences. Nous sommes des acteurs concourant au développement des compétences, donc des opérateurs prestataires d'actions concourant au développement des compétences, ou des PAC, vous allez trouver un peu tout ça. Et donc, il y a 4 catégories d'acteurs: les organismes de formation, les centres de bilan de compétences, les centres d'accompagnement à la VAE et les centres de formation pour apprentis. Hein. Et on peut être 1, 2, 3 ou 4 de ces. bien Et sûr. donc, on passe la certification Calliope dans 1, 2, 3 3 ou ou 4 de 4, ces catégories. voilà. Et c'est pourquoi le logo Calliope que nous avons sous les yeux là, il est réglementaire, c'est-à-dire il y a une obligation d'utiliser le logo Calliope sur fond blanc. On ne peut pas changer la couleur. Voilà. Donc, si on met le logo Calliope sur un fond coloré comme c'est là, il doit rester blanc. Voilà. Et en dessous, on écrit la certification a été attribuée Pour dans les tel catégories suivantes: voilà, voilà. action de formation Oui, et ou bilan de oui, compétences et oui, ou oui. accompagnement à la VAE et ou Oui. apprentissage. Alors Voilà, il y a une raison tout à fait à cette distinction, c'est que, tout le monde n'a pas le même nombre de critères à respecter. c'est ça. Hein. Donc, une action de compétence, c'est tous les critères. La VAE, c'est 32, si je me souviens bien. L'apprentissage, c'est 32, la VAE 24, le bilan de Voilà, compétences 22 et les actions de formation entre 22 et 28. voilà. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes critères à respecter. Les mêmes indicateurs. Mêmes Hein. indicateurs. On a Ouais. tous les Les 7 mêmes critères, critères, et voilà. c'est des indicateurs. Mais chaque catégorie, la seule catégorie qui a 32 indicateurs, c'est l'apprentissage. Voilà. Hein. C'est le plus sévère, la plus sévère, entre Voilà. guillemets. VAE 24 indicateurs, bilan de compétences 22 et action de formation entre 22 et 28. Voilà. On passe au sujet suivant. Alors, les aspects positifs de Calliope. Alors, donc, les aspects positifs, la professionnalisation des CFI, ça c'est évident que, d'ailleurs, tous les témoignages se rejoignent là-dessus. Le fait d'avoir, quand on n'était pas Datadoc, parce que Datadoc c'était déjà une première, on va dire, une première marche, mais le fait de Calliope va structurer complètement votre processus de travail. C'est pas uniquement le processus pédagogique que vous mettez en place, mais c'est le processus de travail qui vous fait définir un objectif de formation par rapport à un projet professionnel et un parcours professionnel. Donc, ça veut dire que vous incluez dans votre prestation le diagnostic préalable concernant les besoins de formation et peut-être même par rapport à l'entreprise. Donc, tout le travail en amont, qui d'ailleurs est, comment dire, qui était l'objectif de notre appellation consultant formateur indépendant, c'est-à-dire que tout le travail d'analyse et de diagnostic préalable à la mise en place d'un processus de formation, c'est quelque chose qui se facture. Ça se facture parce que ça demande des compétences Et du temps. et du temps, et bon, bref. Donc, ça fait partie de la prestation. Donc, l'amont, y compris dans Calliope, donc pour moi, c'est une avancée en termes à la fois de processus de travail, mais aussi en termes d'amélioration des conditions de facturation de notre activité. Bien sûr, c'est exactement l'intérêt des critères 1 et 2 qui sont avant
la formation. Dans Voilà. les critères 1 et 2 de Calliope, la formation n'a pas commencé. C'est toute ma cuisine préalable. Mais oui, Hein. bien sûr. Comment je vais communiquer, et puis la communication, elle est vers tout le monde, et puis elle est vers quelqu'un qui m'achète la prestation, et quelqu'un qui m'achète la prestation, je lui fais son contrat ou sa convention en fonction de l'étude du besoin qu'on a fait ensemble. Tout ça, c'est notre critère 2. Donc, tout ça fonctionne avant. Eh bien, ça, tu as raison, Martine, ça se facture. Mais bien sûr. Et de la même façon que le travail a posteriori de, du processus pédagogique, qu'est-ce que sont devenus les gens, comment ils ont travaillé sur leur poste de travail suite à la formation. C'est de l'évaluation. Tu parlais Voilà, de l'évaluation de la satisfaction. On en est loin là. C'est bien autre chose. On est sur le réel. Voilà. Est-ce que la personne, elle se sent bien maintenant sur son poste? Est-ce qu'elle est performante? Est-ce qu'elle est contente? Est-ce que il y a des résultats, etc. Mais ça aussi, ça se facture. Quand on dit ça se facture, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des factures séparées, Non, mais ça permet comme quand votre plombier vient vous faire un devis avec des détails, de faire un devis détaillé. Voilà. En disant voilà la préparation, ça coûte tant, voilà l'animation, ça coûte tant, la présence, la journée de présence, combien ça coûte, et voilà le suivi de la formation, combien ça coûte. Et ça permet de faire son prix de journée, en fait. Exactement. Voilà. Et donc, c'est important, parce que, y compris pour les financeurs, parce que les financeurs vous demandent ça. Et Calliope vous aide à structurer ça, c'est absolument certain. Donc, je dirais que c'est une aubaine, Calliope. Absolument. Pour ça, c'est une aubaine. Mais c'est la grande différence avec la période précédente Datadoc, etc., où on nous demandait si les documents qu'on présentait étaient valables sur le plan réglementaire, alors on faisait de la qualité. Et là, non. On dit le fait que vos documents soient réglementaires, c'est important, mais c'est secondaire par rapport au fait que vous êtes engagé dans une démarche qualité et qui est d'abord une démarche marketing, une démarche de satisfaction, d'atteindre des objectifs et de satisfaction client, mais d'atteindre des objectifs d'abord. Mais ce n'est pas illégitime, on a 23 milliards d'euros qui sont distribués, qu'on puisse vous dire, écoutez, montrez-moi que vous faites ce que je finance, vous êtes engagé pour qu'a priori ça réussisse. C'est ça, la certification. Bien sûr, surtout que moi j'en avais beaucoup parlé avec Stéphane Lardy à l'époque, qui suivait cette chose-là et qui maintenant est dirige France Compétences. Les formateurs, entre guillemets, je mets toujours ce mot maintenant entre guillemets, ce sont des gens qui sont bardés de certifications techniques. Alors, attention, parce qu'au sujet d'être bardé… C'est pas la certification Calliope, c'est autre attention, chose. parce que Bertrand, je crois, nous dit, concernant ces changements en tant que formateur indépendant, est-ce que je vais être dans l'obligation d'être certifié FPA? Alors, cette question, je vous remercie, Bertrand, de la poser. Tu m'excuses, je t'en prie, vas-y. Mais c'est une question récurrente sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, le titre de formateur pour adultes va devenir obligatoire. Bien. Alors, j'ai dit, il y a une nouvelle campagne électorale qui s'ouvre pour une nouvelle présidentielle. On va voir s'il y a des candidats qui parlent de ça. Parce qu'il faudrait que ce soit inscrit dans une nouvelle loi sur la formation professionnelle. Tant que ça n'est pas inscrit dans une nouvelle loi, donc on n'en est pas là. Il faudrait qu'il y ait déjà que le candidat qui va annoncer ça soit élu. Et puis après, s'il est élu, il faut qu'il ait une majorité parlementaire. Puis une fois qu'il aura une majorité parlementaire, il faut qu'il fasse un accord national interprofessionnel avec les organisations représentatives, dont le SICFI. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc, on en reparlera dans… Non, ceux qui essayent de vous faire croire ça, vous vendre des formations… Ce sont des escrocs. Non, la réponse est non. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un titre de formateur pour adultes. Non. Par contre, que vous ayez des certifications en PNL, en je ne sais pas quoi, enfin, communication non violente, oui, ce sont des certifications techniques par rapport à des pratiques pédagogiques. Faites la preuve que vous avez déjà formé au moins une fois dans votre vie, et que vous avez des compétences de formateur, des compétences, mais pas de titre de formateur. Et puis surtout que vous êtes compétent sur les compétences sur lesquelles vous allez former les gens, parce que si vous transmettez des compétences sur le 110 volts, vos compétences ne sont pas très à jour.
Non. Là, caricaturer. c'est des rumeurs, c'était comme les rumeurs sur on veut supprimer les petits quand il y a eu Calliope. Oui. Donc ça, c'est des rumeurs qui sont, C'est c'est des insupportable. fantasmes de crainte. Ça, Oui. c'est compréhensible. Hein. Je ne Alors, rejette pas la crainte, hein, elle existe. voilà, 32 indicateurs pour l'apprentissage, je confirme, il y a bien 32 indicateurs Oui, pour la oui. catégorie apprentissage. Oui, oui. Entre 22 et 24, 22 pour les actions des bilans de compétences. On reparle des indicateurs Calliope, hein. 22 pour les bilans de compétences, 24 pour les actions VAE. Et puis les actions de formation, c'est entre 22 et 28. Selon que l'on fait de la formation en alternance, si je ne fais pas de formation en alternance, je ne suis pas auditable sur l'indicateur 13. Si je ne fais pas de formation qui conduit à un certificat, à un titre inscrit au répertoire national de la certification RNCP, je ne suis pas auditable sur les 3, 7 et 16. Non, voilà. Il faut consulter le guide dans sa version 7, la dernière version, c'est la version 7, le guide de lecture de Calliope qui vous donne tout ça dans le détail. Voilà. Avec des explications, etc. Voilà, et sinon, vous appelez le SICFI. Vous appelez le SICFI et vous aurez des réponses. Voilà. Et mieux, vous adhérez au SICFI. Voilà. C'est encore mieux. Mais vous pouvez appeler sans adhérer. Moi, le message que j'aime bien faire passer, c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir régulièrement des rendez-vous avec le SICFI ou le SINOVDES ou la FSP d'ailleurs, mais c'est qu'effectivement, surtout quand on est indépendant, c'est important de ne pas rester tout seul. Ah non, faut pas rester et d'être ancré dans son environnement. Et mon critère 6, il est formidable pour ça. Bien sûr. Soyez ancré dans votre environnement, donc, parce que le problème des formateurs indépendants, c'est qu'ils sont seuls. Ils sont isolés, ce sont des proies faciles. Un petit coup de pub, là, c'est toujours d'actualité, des 50% sur l'assurance pro. L'assurance pro. Ah ben l'assurance pro, c'est plus que ça. Oui, 50%. C'est 155 € par an au lieu de 300 et quelques. C'est-à-dire que l'adhésion, je fais de la pub pour mes amis du SICFI, mais merci Michel. Vous devez avoir une assurance professionnelle. Une assurance responsabilité civile professionnelle. Si vous n'avez pas de RC Pro, vous vous mettez en danger. Hein. Pas de NDA et pas de RC Pro, vous êtes en grand danger. Plus donc, pas de service de médiateur. Voilà. Donc il faut avoir les deux. Et donc le SICFI vous propose une adhésion à, on ne va pas citer l'assurance, mais une assurance avec 50% de réduction, ce qui est une façon de vous rembourser l'adhésion au SICFI. Tout à fait. Bon, je ferme la parenthèse de merci, la pub. Michel. non, mais trêve de plaisanterie. C'est un argument de vente. C'est franchement, en tous les cas, c'est vrai, il ne faut pas rester seul quand on est consultant, formateur. Je pense que c'est très important d'être, encore une fois, puis cette question du critère 6 de Calliope, avec tous ces systèmes de veille, mais c'est formidable comme organisation, la FFP, enfin les acteurs de la compétence ou SINOVDES, quand on est membre d'une organisation comme ça, notre veille, elle fonctionne. Bien sûr, puis on vous donne des attestations de présence. Si vous et puis il y a des ateliers, OK. Et des formations. Et des formations. Bon, c'est bon pour celle-là, je crois qu'on a fait le tour. L'amélioration de l'image de marque, ça va de soi, évidemment. Je pense que c'est important, oui. Ouais. Alors, qui sont les libellés à utiliser pour la facturation, préparation du suivi? Est-ce que les OPCO les acceptent? En principe, oui. Le client n'a pas à se faire financer ce travail préparatoire. Encore une fois, c'est votre façon de faire votre prix de journée. Vous pouvez calculer votre prix de journée en disant voilà ce que j'ai à faire, moi. Et il n'y a pas que l'animation de la formation. Mais non. Et je vous rappelle aussi que pendant que vous êtes en formation, si vous formez une personne, vous avez fait 7 heures de travail. Mais si vous en formez 10 dans la même journée, vous avez fait 70 heures de travail. Hein. Et donc, tout ça se compte. Et ça se valorise. Voilà. Calliope et les consultants formateurs indépendants, les craintes, les coûts. Alors, les craintes, on en a parlé déjà, c'était supprimer les petits. Hein, donc, ça ne tient pas. Les coûts. Alors, les coûts, normalement, il y a un coût moyen. Donc, je l'ai mis là, c'est 1 600 € à peu près par... Alors là aussi, il y a un arrêté du 6 juin 2019 qui vous donne comment sont calculés les coûts d'un audit. Alors attention, quand on dit audit en moyenne 1 600 €, oui, c'est l'audit lui-même. Je tiens à préciser que c'est en général sur le cycle de 3 ans. Oui. C'est-à-dire que
le certificateur vous fait un devis en vous disant, voilà, vous avez un premier audit initial qui coûte 950 €, par exemple, et un deuxième audit qui est l'audit de surveillance, à peu près 18 mois plus tard, qui lui va vous coûter 450. Et le certificateur vous fait un devis sur ces deux audits. C'est-à-dire que c'est 1 600 € que vous pouvez lisser sur 3 ans, puisque votre certification est valable 3 ans. Exactement. Hein, voilà. Donc ça, c'est important de dire. Oui, oui. On dit en moyenne 1 600. Donc Oui, en moyenne. les tarifs que je viens de donner sont parmi les plus bas du marché. Oui, oui. C'est pour ça que je vous renvoie sur l'arrêté du 9 juin, qui s'appelle Modalités de mise en place de Calliope. Et donc là, vous avez toute la… Il y a une fourchette, il y a un tableau qui explique très bien comment sont calculés les coûts et ce que vous pouvez, comment dire, espérer, entre guillemets, comme dépenses. Prévoir comme dépenses. Alors, les questions sur le RC Pro, on ne va pas s'étendre là-dessus. Vous voyez ça avec les assurances que vous conseilleront le SICFI. Oui. Bien évidemment que moi, j'ai une RC Pro, même si je travaille que sur Zoom, parce que ce n'est pas parce qu'on est sur Zoom qu'on n'a pas des responsabilités civiles professionnelles. Bah, on ne sait jamais ce qui peut se passer, même sur Zoom. Même sur Zoom. Voilà. Les insultes, les machins, les trucs en groupe, ce qui peut se passer, etc. On a quand même la responsabilité civile professionnelle du groupe avec lequel on travaille. Tout à fait. Je ferme la parenthèse. Alors, une convention d'affiliation est-elle en cours de mise en place avec la CNP Médiation Consommation? Oui, elle est faite, elle est passée. Vous pouvez aller sur leur site si vous êtes adhérent du SICFI. Si vous êtes adhérent du SICFI, vous avez là aussi une réduction. C'est une adhésion pour 3 ans qui vous coûte 68,40 € au lieu de 60 € par an. Voilà. Hein, et donc, ben voilà, vous pouvez annoncer dans vos factures que vous avez un service de médiation qui est la CPNM, la CPNM. Voilà. La Chambre nationale des praticiens de médiation. Vous voyez un peu comment c'est utile un organisme comme le SICFI. Hein, voilà. Bien sûr. Alors, sur l'accompagnement, quand on dit fourchette de 3 000 à 10 000 €, c'est les chiffres que tu as donnés. Oui. Pour notre part, chez CFS+, là, je vais faire un petit peu de pub pour nous. Oui, après je dirais, moi, les autres, je dirais les autres. Nous, on est un petit peu en dessous de ça. Et en fait, notre tarif est variable selon le nombre de demi-journées qu'il y a à faire auditer. Parce que le travail de préparation d'accompagnement, ce n'est pas la même chose de préparer quelqu'un pour une demi-journée ou préparer quelqu'un pour 3 jours ou 4 jours. Ouais. Donc, nous, on a un tarif variable selon la durée d'audit à préparer. Voilà. Alors, vous voyez ça sur le site de CFS+. Je ferme la parenthèse. Donc, en fait, j'allais dire, un objectif secondaire, l'idée, c'était de vous donner une fourchette de coûts, sachant que dans les coûts les plus élevés, il peut y avoir des situations qui sont réelles, dans le sens où la personne elle avait vraiment besoin d'un accompagnement long, important, etc., parce qu'elle n'avait rien fait, etc. Mais malheureusement, il y a des personnes que je connais bien d'ailleurs, qui sont adhérents du SICFI et d'autres qui ne sont pas adhérents du SICFI, mais qu'on connaît, qui ont été arnaqués. Donc, j'emploie le mot sciemment. Donc, où on leur a fait… on leur a proposé de l'accompagnement avec des menaces de les dénoncer s'ils n'acceptaient pas l'accompagnement. Il y a eu de la vente forcée. Ce n'est pas quand même des certificateurs qui font ça. Je ne dirai rien. Bien. Donc, voilà, pas de commentaire. Moi, je l'ai signalé, bien évidemment, nous l'avons signalé au ministère du Travail, qui nous a renvoyé sur la répression des fraudes et le COFRAC. Le COFRAC, c'est pour la deuxième chose que je ne sais plus ce que c'est. Donc, évidemment, il ne faut pas se laisser faire. Bien sûr. Alors, sur ce sujet-là, les 34 organismes certificateurs qualité reconnus par le COFRAC sont sous observation attentive du COFRAC. Du COFRAC. Et donc, il ne faut pas hésiter à signaler au COFRAC quand il y a des choses qui ne vont pas. Voilà. Donc, vous vous renseignez autour de vous au SICFI.
parce qu'on a quand même pas mal d'informations. Donc, pour savoir si c'est normal ou pas, compte tenu de votre situation, parce que votre situation demande peut-être un accompagnement important et vous n'en êtes pas, comment dire, conscient complètement. Donc, on peut vous dire oui, non, etc. Donc, on va vous conseiller. Et effectivement, après, évidemment, il faut le signaler. Il ne faut pas se laisser faire. Voilà. Il y a beaucoup de personnes, c'est pour ça que quand on a commencé le webinaire tout à l'heure, on a évoqué la situation. Les CFI sont souvent des personnes isolées. Des personnes isolées, alors elles sont isolées en termes fragiles, en termes d'information. On leur fait croire, moi quelquefois j'ai des coups de fil, je me demande si je suis en France, vous voyez. Ah oui, moi aussi, récemment, on a eu un cas affligeant, avec un gros organisme certificateur parmi les plus connus depuis des années. Donc, on a des situations qui sont effectivement affligeantes et les personnes sont complètement alors affolées déjà, n'ont aucun repère ni juridique, ni administratif, en général c'est ça. Elles n'ont que leur bonne foi et leur technicité pour se défendre, hein, je résume, et évidemment c'est le drame. Donc, il ne faut surtout pas rester isolé. Et au moins nous appeler si vous ne voulez pas, adhérer, mais au moins nous appeler, mais pas vous laisser faire comme ça. Oui, puis c'est important qu'un organisme comme le SIGFI aussi recense un petit peu les anomalies qui peuvent être constatées ici et là, parce que c'est de l'expérience que naissent des choses et que disent, bon, moi j'ai eu des cas que je ne veux pas rappeler, mais quand quelqu'un, au tout début de Calliope, on avait quelqu'un qui était remonté sur 2018 en disant « Oui, mais je vous mets une non-conformité parce qu'en 2018, vous ne respectiez pas Calliope. » Oui, forcément. Bon, alors, et qu'on a le certificateur qui dit « Oui, oui, mais c'est normal, c'est une non-conformité parce que c'est sa dernière formation qu'il a réalisée. » En 2018, je ne peux pas respecter un texte qui n'apparaît qu'en juin 2019. Qui n'existait pas. C'est affligeant. Donc voilà. Mais tout ça est rentré dans l'ordre, mais il faut le signaler. Et il ne faut pas laisser passer ce genre de gag. Voilà. Dérive commerciale, dérive quasi frauduleuse. L'accompagnement peut être financé par l'OPCO et en partie par le FIFPL. L'accompagnement, oui, qui est considéré comme une formation-action, hein, à condition que votre accompagnement, vous ayez un programme de formation d'accompagnement, parce que bien évidemment, nous, chez CFS+, quand on fait de l'accompagnement, c'est pas bête et méchant, voilà ce qu'il faut faire. Il y en a toute une formation sur qu'est-ce que c'est la démarche qualité, etc. Donc, vous voyez, on est dans un processus actif. Il s'agit de s'approprier un texte qui est quand même complexe quand on le regarde, et des façons de faire. Donc, oui, l'accompagnement est finançable par les OPCO et par le FIFPL, mais pas la certification. Alors, justement, par rapport aux fraudes ou aux choses qui frôlent la fraude, on a développement aujourd'hui, donc on est en train de travailler là-dessus, d'organismes qui montent des sociétés de formation. Donc, on m'en a signalé une au Qatar, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut être sur l'ensemble de la planète. Hein, et qui qui créent la société et qui la vendent à des acheteurs avec Calliope. Donc, vous pouvez acheter une société qui a déjà Calliope, sachant il s'arrange évidemment pour obtenir la certification. La personne qui passe la certification réellement n'est absolument pas un formateur, c'est un bon administratif ou un bon commercial qui a su y faire. Et donc, vous achetez une formation avec Calliope, alors qu'on sait que Calliope n'est pas cessible, si je puis dire. Oui, là c'est encore un autre sujet, mais faire attention à ça, oui, et puis faire attention aussi à toutes les offres là de portage de Calliope. Voilà. Alors je connaissais le portage salarial, maintenant on a du portage Calliope. Bon. Méfiance. Et d'autres, le dernier coup de fil que j'ai eu, là, c'est récent, c'est quelqu'un qui me dit oui, SIGFI, je suis bien au SIGFI, oui. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas des adresses de CFI qui vendent leur numéro d'activité, qui ne veulent plus être formateurs et qui vendraient numéro d'activité et Calliope. Et Calliope.
Mais ça, on en est là aujourd'hui. mais Non, mais je ça, sais pas c'est si vous parce que voyez. Hein. il y a une bulle dans le ciel qui brille et il y a écrit CPF dedans. Alors, si je pouvais accéder à cette bulle et C'est puis faire du ça. cash machine avec C'est CPF, du cash. ce serait C'est formidable. des gens Et qui. ça, c'est notre dernier sujet qui est. Alors, on doit terminer dans 7 minutes. Ah oui, Donc il oui, faut donc ça c'est voilà. important parce que le CPF, bon, il y a des choses, des informations que vous aurez rapidement. Par contre, la validation des acquis, c'est un serpent de mer, on va dire. Depuis longtemps, on cherche à développer la validation des acquis, qui reste quand même un produit qui n'est pas valorisé, on va dire, par les pouvoirs publics, alors que c'est, à mon avis, un des meilleurs. Un des meilleurs qui nous permettrait de sortir de tous nos problèmes. Bon, bref. Donc, il y a eu un rapport qui a été fait l'année dernière, qui devait être rendu public par Madame Borne, avait promis de le rendre public. C'était un rapport qui a été fait avec quelqu'un de l'Éducation nationale, du ministère du Travail, et David Rivoire, que certains connaissent peut-être, qui est donc le directeur d'une grosse société de VAE. Et donc, ce rapport faisait des préconisations. Donc, dans les préconisations, il y avait l'augmentation du nombre d'heures, parce qu'on continue comment dire, à ne comptabiliser que les heures de présence avec l'accompagnateur, donc ce n'est pas grand-chose. Par contre, toutes les heures de travail que les gens passent à préparer leur dossier 1, 2 et je ne sais plus lequel, donc ne sont pas comptabilisés. Donc forcément, ce n'est pas normal. Donc c'est pas normal, parce que quand vous allez en formation, c'est 3 jours, 2 jours, même si c'est une formation asynchrone, bon, vous comptez le nombre d'heures que vous êtes en formation. Là, ce sont des heures qui passent complètement à l'as. C'est absolument pas comptabilisé. Donc les gens travaillent tout seuls, ils s'en bavent en général, parce que c'est pas facile, et en plus, ils prennent ça sur leur temps personnel et c'est pas comptabilisé comme heure de formation. Donc ça, c'est pas normal. Donc ça, c'était une des demandes. Et puis ensuite, la fluidification du processus et la vente, on va dire, de la VAE. Donc ça, c'est en cours tout ça, c'est en cours d'expérimentation, notamment dans le domaine de la santé. J'ai dû le mettre, je ne sais plus, santé, agriculture. Donc il y a des expérimentations qui vont se terminer au mois de janvier, pour ensuite faire quelque chose qui, me semble-t-il, va se rapprocher du CPF, puisqu'ils sont en train de préparer une plateforme. Donc je vous ai mis l'adresse, c'est beta.gouv.fr. Donc c'est monsieur Gérard Olivier qui s'occupe de ça. L'idée, c'est de mettre en place une plateforme numérique pour faciliter l'accès à la VAE. Vous pouvez télécharger le document et les liens sont cliquables. Voilà. Donc, moi, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que tant qu'on ne comptabilisera pas toutes les heures passées à faire la VAE, d'une part, donc les gens évidemment vont rechigner, et c'est normal, ils vont se dire, mince, il faut que je fasse ça le soir, la nuit, pendant que tout le monde est couché, moi, il faut que je fasse mon dossier numéro 2, donc ça, c'est pas rigolo. Et puis ensuite, les membres des jurys qui ne sont pas suffisamment formés, donc dans les membres du jury, il y a des personnes d'entreprise, il y a des personnes d'éducation nationale, etc. Donc, il y a un problème de formation des membres du jury. Donc, voilà, pour moi, les deux choses qu'il faudrait réformer, c'est ça. Donc, on attend la sortie de l'expérimentation pour voir qu'est-ce que Madame Borne, en janvier, dira ou ne dira pas, puisqu'elle avait déjà promis de s'exprimer en juin, en juillet, elle ne l'a pas fait. Donc là, peut-être qu'elle s'exprimera, mais comme on est en période de fin de mandat, je ne sais pas si elle le fera. Voilà. Mais de toute façon, il y aura une réforme, certainement, sur la VAE. Je te coupe un peu. Le CPF? Alors, le CPF, ça va être rapide parce qu'il y a un bilan qui est fait. Alors, la DARES a produit un bilan qui doit être accessible sur le site du ministère du Travail ou de la DARES, je ne sais pas. Donc, il y a une explosion du CPF. Il y a eu plus d'1 million de CPF en 2020. Donc, c'est un succès, puisqu'il n'y en avait eu que 4 millions depuis 2015, je crois. Enfin, depuis le DIF, en fait. Donc là, ce qui arrive en tête, c'est le permis B, tout ce qui est transport, logistique, ça va avec, les langues, les formations numériques, bureautiques,
Et puis, bilan de compétences et accompagnement VAE. J'ai rajouté bilan de Toi, tu l'as compétences et rajouté. accompagnement VAE parce que euh, le permis B, les bilans de compétences et l'accompagnement VAE sont automatiquement éligibles au CPF. Oui, mais ça ne rentre pas dans les chiffres qui ont été annoncés. Oui, d'accord, mais Non, mais je te dis. oui, d'accord. Je les ai mis quand même parce que c'est quelque chose qui est D'accord. important. Parce que sinon, pour les transports logistiques, langues, etc., numérique, bureautique, il faut quand même que ça conduise à une certification inscrite au Non, répertoire. mais là, on est d'accord, mais c'est Hein? ta conviction à toi. Oui, oui. Moi, ce que j'annonçais, c'était les chiffres. Les chiffres, Les d'accord, chiffres qui avaient d'accord. été. Non, mais j'ai voulu rajouter bilan de D'accord, compétences très pour bien. attirer Tu as l'attention raison. de nos interlocuteurs, de nos amis qui sont présents, que les bilans de compétences et les accompagnements VAE, il n'y a pas de condition, c'est éligible au CPF Bien sûr, automatiquement. bien Voilà. sûr. Et donc ça, c'est une Alors, aubaine. ce qui a été donc annoncé aussi par Madame Borne, c'est que, alors que ce n'est pas encore le cas, la certification Calliope sera obligatoire pour toutes les formations qui seront proposées au CPF. Hein, ce qui est Voilà, logique. c'est ce qui paraît logique, puisque de toute façon, Voilà. il y a un financement par la Caisse des dépôts et consignations qui est l'État. Donc c'est de l'argent public. Donc que Calliope soit obligatoire, c'est tellement évident. Hein. Voilà. Alors les aspects négatifs, peut-être que la Caisse des dépôts ne contrôlait pas ça. Maintenant, ils vont le contrôler. Ah ben ça, oui. Donc, les points négatifs, c'est toujours l'utilisation de la plateforme EDOF. Donc, c'est vrai qu'elle est complexe, hein, c'est quand même pas facile. Les fraudes et les escroqueries, alors là, c'est une explosion des fraudes, des arnaques. Il y en a à tel point que Madame la ministre a réussi à obtenir des effectifs pour faire des contrôles. Et donc, elle a annoncé qu'il y aurait donc des poursuites systématiques qui vont être entreprises chaque fois qu'on leur signalera. Oui, et puis l'interdiction du démarchage téléphonique. Et puis l'interdiction du démarchage. Alors la consigne qu'elle donne, mais nous on le sait, mais malheureusement les gens ne le savent pas, c'est qu'aucun renseignement personnel n'est demandé par la CDC ou par le ministère du Travail sur ce site. Donc tous les renseignements personnels qu'on demande, c'est faux. Ce sont des escroqueries. Donc, il faut donner comme information à tout le monde qu'on ne donne aucune information personnelle sur le compte de CPF. Alors, il va y avoir une nouveauté qui, je crois, est déjà en cours, c'est l'apparition du conseiller en formation professionnelle qui est accessible directement, voilà, je l'ai noté, sur le compte CPF, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Et puis la lutte, j'ai déjà dit. C'est les améliorations en 2022. Voilà. Alors, ensuite, on va rapidement conclure sur le fait que pour les CFI, vous avez compris qu'il faut se former, ça c'est évident, et surtout il faut restructurer votre structure de conseil ou de formation, je ne sais pas comment vous l'appelez, hein, votre structure personnelle. Il faut la restructurer avec revoir votre stratégie marketing, regarder comment vous vous positionnez sur le marché. Est-ce que vous faites de la co-construction en sous-traitance? Est-ce que vous travaillez en direct avec les entreprises? Sur quel segment de public et sur quel segment de prestations vous vous situez? Donc, il faut faire vraiment une analyse marketing. Et puis, vous pouvez aussi, et je vous le conseille vivement, compte tenu de toutes les prestations, les types de prestations possibles, étagères ou pas, AFEST ou pas, CPF ou pas, dire qu'on a besoin d'un ingénieur en technologie, qu'on a besoin d'un ingénieur en pédagogie, qu'on a besoin etc. Il faut travailler en équipe. Donc, essayer de constituer des équipes pour travailler et faire des propositions complètes aux entreprises et aux OPCO, de façon à augmenter votre pouvoir d'influence dans le domaine de la formation, puisque c'est comme ça que vous allez gagner évidemment des clients, vous allez gagner des parts de marché, et vous allez gagner en image, vous allez gagner en importance, et donc surtout ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Voilà, alors notre dernier diapositive, c'est une diapositive de conclusion. Oui, alors la dernière technologie, ça va être très rapide, c'est la robotique.
donc la robotique et tout ce qui est data, etc. Nous sommes dans une phase où la technologie est en passe de prendre la main sur le cerveau de l'être humain. Intelligence artificielle, Voilà, etc. Donc, nous devons, nous, maîtriser cette technologie de façon à garder la maîtrise de la technologie. Et ça, c'est notre... Vous voyez dans le schéma du dessus, j'ai mis le robot qui est la suite logique du développement de l'humanité. Donc nous, il faut qu'on domine les robots. Voilà, je m'arrêterai là, mais c'est un message très important que je vous livre. Voilà. Martine, merci. Donc on a dépassé un petit peu nos 90 minutes, mais c'était un grand plaisir. J'ai l'impression que nos amis présents, on n'en a pas vu partir beaucoup, donc c'est qu'a priori ça a suscité de l'intérêt. Vous avez le contact avec Martine, son adresse mail, et puis vous allez sur le site du SIGFI, sigfi.org, qui vous amène sur une autre adresse, mais c'est pas très grave. Et là, vous allez retrouver sur le site du sigfi.org toutes les représentations régionales. Tout à fait. Le SIGFI est organisé par région, donc vous pouvez retrouver le SIGFI dans votre région. Il y a une proximité. Vous voyez, c'est pas un truc de Parisien, hein. Non, 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 ah non, non, le SIGFI, ça n'est pas parisien. Voilà. Nous sommes à Paris, mais bon, voilà. C'est toute la France métropolitaine, outre-mer. Voilà. Donc, toute la planète. Vous pouvez contacter, puis encore une fois, c'est l'occasion de rencontres avec les pairs, c'est-à-dire avec des gens qui sont comme vous, qui sont, voilà, donc vous ne restez pas isolé dans votre coin, vous voyez des consultants formateurs indépendants autour de vous, et ça, c'est un outil formidable. Voilà, là, ce sont les contacts chez CFS+, moi-même, Cathy, qui est ma fille, qui est directrice d'administration et commerciale, et puis Sarah, qui est notre technico-commerciale de la formation, voilà, que vous pouvez contacter. Et puis, dernier point, notre prochain rendez-vous, puisque vous savez que nous faisons un webinaire par mois ici, et le prochain, c'est avec Goulven Droumaguet sur comment déposer un titre au RNCP. Et Goulven Droumaguet est devenu maintenant chef de service du répertoire national de la certification professionnelle au RNCP. Voilà. Je vous conseille de venir à ce webinaire parce que voilà, c'était quelque chose d'important. Pour ceux qui sont intéressés, j'anime aussi la semaine prochaine, le 1er décembre. J'ai oublié de mettre ce rendez-vous sur ce document, c'est dommage, mais j'anime un atelier le 1er décembre de 14h à 15h15 sur le thème 2 en 1, de la certification Calliope à la certification RNCP ou répertoire spécifique, parce qu'il y a un lien entre les deux. Hein. Je peux ajouter une dernière chose, Michel, c'est que le 15 décembre, Michel intervient dans un webinaire organisé par le SIGFI sur Calliope, le titre étant Calliope à l'épreuve des faits. Voilà. Donc là, je pense qu'on aura plein de choses intéressantes que tu vas nous raconter. Eh bien, j'espère. Voilà, merci, merci à tout le monde. Je vais couper ce live après 1 minute 36 de prestations en charmante compagnie. Merci Martine, merci et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Merci. Au revoir.